Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale consacrée aujourd'hui à deux dossiers très importants, la tournée de Biden au Proche-Orient, mais également la coopération bilatérale entre l'Algérie et l'Italie. Le monde aujourd'hui fait face à des bouleversements majeurs qui nécessitent une vigilance et un savoir-faire majeur pour se positionner politiquement, mais également économiquement. Biden en tournée au Proche-Orient, une visite très controversée avec la signature des fameux accords d'Al-Quds, une visite où les Palestiniens ont très peu de place. Notre émission de ce soir se penchera, comme je le disais également, dans son deuxième volet, sur la coopération ô combien importante entre l'Algérie et l'Italie. Une relation qui va de mieux en mieux avec des horizons qui ne demandent qu'à être exploités. Pour en parler avec nous ce soir, nous aurons par Skype depuis Paris M. Gamal Abina, expert en questions internationales. M. Gamal Abina, bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'invitation encore. Merci. Et nous aurons également M. Manuel Pouchelet, expert en géopolitique par Skype depuis Paris également. M. Pouchelet, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Madame pour votre invitation. Bonsoir. Et dans quelques instants, nous aurons également M. Abdelrahman Hadef, qui est expert en économie. Mesdames, messieurs, plutôt, bonsoir et bienvenue donc à notre émission. Comme je le disais au tout début de notre émission, 18 mois après sa venue à la Maison-Blanche, le président américain entame une tournée au Proche-Orient. Il commence par son allié privilégié, indéfectible, l'antitétionniste, un pacte qui est scellé contre l'Iran. Monsieur Pouchelet, faut-il y voir une provocation ou une nécessité? Concernant la politique américaine avec Israël, elle est connue depuis longtemps. Maintenant, M. Biden cherche aussi à vérifier ses alliances avec Israël, parce qu'Israël est aussi un pays qui lui rapporte énormément de renseignements sur la situation au Moyen-Orient. La préoccupation américaine pour l'instant est essentiellement axée sur l'Europe, mais le Moyen-Orient demeure une région stratégique dans la politique internationale des États-Unis, qui justement se cherche un petit peu. On a en début de mandat de M. Biden les propos de M. Blinken, qui est son secrétaire d'État, qui avait précisé qu'il était temps de recoller les morceaux. Maintenant, je pense que la visite de M. Biden au Moyen-Orient donne déjà le ton d'une visite qui sera courte, mais en même temps, on remarquera que M. Biden ne se rend pas également dans d'autres États. De toute façon, au Moyen-Orient, la donne est connue. Les relations internationales sont principalement aussi se justifient en fonction des relations que vous avez aussi avec l'État d'Israël. Voilà, c'est important de le souligner ce soir pour les téléspectateurs et nous verrons aussi ce qui sera peut-être un peu plus tard, qui arrivera un peu plus tard. Il s'agira des déclarations qui seront données à l'issue de ces visites. Monsieur Gamal Abina, que pensez-vous? Est-ce que ce pacte scellé contre l'Iran pour faire face à cet ennemi ou adversaire potentiel de l'antitétionnisme, mais également des États-Unis, est une provocation ou est-ce que c'est réellement une nécessité aujourd'hui? Il faut revenir aux accords qui lient les États-Unis. Les États-Unis, vous m'entendez? Oui, oui, absolument, monsieur Abina. Donc, il faut revenir aux... Voilà, donc il faut revenir aux accords qui lient les États-Unis à l'Arabie dite saoudite, donc l'Arabie qui est dirigée par la famille Saoud, qui sont liés au pacte Quincy qui avait été signé sur ce fameux porte-avions dans lesquels l'Amérique proposait à ce territoire fraîchement indépendant, mais surtout très riche en hydrocarbures, ce que les Américains ont parfaitement compris avec leur compagnie pétrolière Aramco. Et donc, ils se sont garantis une sorte d'accord mutuel de sécurité. Dans un cas, la sécurité des approvisionnements énergétiques pour les États-Unis à un prix ridicule. Évidemment, à l'époque, les prix étaient fixés par l'Aramco à des prix très bas. Et de l'autre côté, le pouvoir saoudien qui aurait été soutenu, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, par les États-Unis, quel que soit l'ennemi de l'extérieur, qu'il existe ou pas. À l'époque, évidemment, il n'y avait pas d'ennemi iranien, puisque le Shah d'Iran était un allié privilégié des États-Unis et c'était le gendarme de la région. Ensuite, il y a eu la révolution islamique, effectivement, et l'Arabie a considéré que l'Iran était devenu sa première menace. C'est une énorme, là je vais utiliser un terme très fort, énorme opération d'hypocrisie et d'intoxication pour justifier simplement de leur faiblesse vis-à-vis d'Israël, puisqu'évidemment, il va de soi que la principale menace des États arabes depuis toujours dans la région, c'est Israël, et qu'évidemment, l'Arabie, parce qu'elle n'est pas en mesure de faire face à cet ennemi, préfère trouver un ennemi fantomatique et elle le justifie par des histoires de croissance chiite. C'est comme ça que ça avait été dénommé par le roi. C'est encore une fois une histoire de roi, par le roi de Jordanie. C'est lui qui avait eu ce concept du croissant chiite.
Évidemment, les stratégies américains ont profité pour créer cet axe de crise qui n'existait pas. Je rappelle que les chiites et les sunnites n'ont jamais été en guerre dans l'histoire de l'islam, mais qu'aujourd'hui, ils ont créé une sorte d'hydre chiite qui irait du Hezbollah iranien en passant par le Moqtada Assad en Irak et les Houthis au Yémen. Donc tout ça, c'est pour développer une idée sur laquelle l'Arabie serait encerclée. Évidemment, c'est une fabrication, c'est une bulle d'esprit. Le seul moment où l'Arabie a pu être en danger avec, à l'époque, dans les années 80, la révolution islamique d'Iran, c'était à l'époque, effectivement, quand l'Iran était dirigé par Khomeini, et surtout quand l'Irak faisait barrage entre l'Iran et l'Arabie, parce qu'effectivement, il y a eu une action violente à l'époque, on s'en souvient, en 1980, quand ils ont pu faire la prise d'otage des lieux saints. Mais ça s'est arrêté depuis, il n'y a plus de danger réel et sérieux, mais ils préfèrent, pour cacher leur lâcheté vis-à-vis d'Israël, faire croire qu'il y aurait un axe chiite dangereux pour eux, ce qui ne remet absolument pas en question leur alliance, évidemment, avec les États-Unis. Oui, l'Iran a réagi. Monsieur Pouchelet, est-ce que vous ne pensez pas que ce pacte qui a été signé hier, confortant la coopération entre l'État sioniste et les États-Unis, au fait, est une déclaration de guerre pour tous les pays de la région, ou est-ce que c'est un peu exagéré de le dire? Non, je pense que les États-Unis maintiennent leur politique habituelle. Maintenant, ils ont toujours besoin de se créer des ennemis dans la région. D'ailleurs, c'est leur émission qui crée les tensions et les frustrations entre pays du Moyen-Orient. Et ça, c'est important de le savoir. Les Américains dans la région, depuis leur intervention avec la guerre du Golfe, le premier volet, le deuxième volet, ont voulu toujours essayer de parler d'État voyou, hein, si on reprend les termes des faucons qui entouraient le président américain à l'époque. Maintenant, je pense que M. Biden est en perte de vitesse, il en a conscience. Cependant, au moment de son élection, il y a énormément de pays arabes et du Golfe qui ont misé sur un changement de posture des États-Unis dans la région. Et force est de constater qu'aujourd'hui, en 2022, 2 ans après son investiture, la politique est maintenue. Et on remarquera aussi qu'au niveau des relations internationales des Américains, démocrates et républicains ont toujours ce même comportement belliqueux et tenté d'imposer leur vue à des pays qui aujourd'hui n'en peuvent plus et qui se cherchent. En réponse, on a la volatilité extrême de la région, le renversement d'alliances permanent. Je rappelle que M. Biden s'adresse au roi en Arabie Saoudite et non à Mohammed Ben Salman, ce qui est une erreur, alors que c'est vraiment lui qui est l'héritier désigné, sachant qu'il a éliminé éventuellement ses opposants. Maintenant, voilà, les Américains reviennent dans un premier temps sur leurs fondamentaux avec une visite, on va dire, avec Israël. D'ailleurs, le manifeste Al-Quds, Al-Quds, ça veut dire Jérusalem hein, dans la langue. Hein. Oui, donc oui, c'est pas anodin. Voilà. Oui. Il y a aussi cette espèce de provocation, si je puis me permettre, de préciser Jérusalem et on ne parle plus de Tel Aviv aujourd'hui concernant Israël. Très bien. Monsieur Gamal Abina, est-ce que vous ne pensez pas que de toute façon, dans cette transaction, j'allais dire, c'est les Palestiniens qui sont laissés pour compte, on n'aura pas demandé leur avis et on aura vu d'ailleurs cette visite ou ce bref passage par les territoires occupés en Cisjordanie, Al-Quds ou à Ramallah, et sa rencontre avec Mahmoud Abbas, celle de Biden donc, et qui octroie donc un prêt de 316 millions de dollars. Au fait, il renoue un petit peu avec l'aide qui était octroyée aux Palestiniens, celle qui a été carrément coupée par Trump. Monsieur Gamal Abina. Déjà, oui. Sur la question de cette hypocrisie qu'on observe, il y a plusieurs éléments. D'abord, je ne crois pas une seconde que lorsqu'il s'adresse au roi d'Arabie, Biden fait une erreur. C'est un calcul politique et logique. Avant d'arriver à la tête de la Maison-Blanche, il avait vertement critiqué le crime perpétré par Ben Salman par rapport à l'affaire Khashoggi, qui, rappelons-le, était américain. C'était un citoyen saoudien d'origine turque, mais américain, qui travaillait pour un journal américain. Donc ce crime qui a été perpétré dans des circonstances atroces, qui a été dénoncé après l'enquête de la CIA comme étant une responsabilité unique du prince héritier, a conduit à ce qu'il y ait des critiques largement ouvertes de la part du futur président, qui aujourd'hui se trouve en difficulté, parce que c'est difficile de maintenir une pression sur un homme qu'on a dénoncé comme étant un criminel, et de l'autre côté, de se retrouver coincé par rapport à ses approvisionnements de pétrole et de gaz, et puisque l'obsession évidemment de Biden, c'est la Chine, se retrouver coincé avec la question de la Russie en Ukraine. Donc, ce qui fait qu'il va là-bas et qu'il méprise, car on peut parler de mépris des Palestiniens, les Palestiniens n'ont rien obtenu, c'est uniquement le fait de pousser l'avantage que Trump avait initié, n'oublions jamais que c'est une politique trumpiste, les accords d'Abraham, de pousser ces pays à aller vers la paix avec Israël, à créer un arc anti-chiite, comme il l'appelle, donc anti-iranien pour faire simple, et à faire en sorte, comme l'obsession israélienne depuis 30 ans,
faire en sorte que l'Iran n'ait jamais la bombe atomique. Rappelons que ça fait 30 ans qu'Israël nous annonce que l'Iran a la bombe atomique tous les 6 mois. Donc c'est dire qu'aujourd'hui on crée un axe de tension. Pourquoi? Parce que l'Amérique fait des affaires. Quand Biden va là-bas, il garantit, il le dit clairement, il garantit la sécurité énergétique de son pays, la sécurité des industries américaines militaires, puisque les records de vente ont été observés sous l'ère Trump, qui vont être reconduits évidemment, et il garantit s'il y a des guerres, comme on l'a vu sur la première, car il y a eu 3 guerres du Golfe, pas 2 contrairement à l'idée reçue. La première guerre du Golfe, elle commence en 80 entre l'Iran et l'Irak. Il y a eu des ventes faramineuses d'armement entre l'Iran et l'Irak. Oui, d'armes, qui ont duré 8 ans. Ça a été une guerre qui ne s'est jamais arrêtée. S'il n'y avait pas eu Pérez de Cuellar à l'époque, qui était secrétaire général de l'ONU, qui a stoppé la guerre, miraculeusement, cette guerre ne s'arrêtait jamais. Près de 2 millions de morts. Et donc aujourd'hui, ils espèrent reproduire le même jackpot finalement, alimenter une guerre de haute ou de basse intensité, vendre un maximum d'armes tout en faisant en sorte qu'elles ne s'étendent pas dans la région. Et ça, c'est un pari que Biden fait. Face à des Palestiniens dont ils se moquent complètement quand on fait un prêt alors que le pays est en exsangue et que la bande de Gaza reste assiégée, quand on prétend vouloir faire la paix alors qu'on ne fait aucune pression sur la seule personne sur laquelle on devrait faire pression, à savoir l'entité sioniste israélienne, là on se pose des questions. Et donc Biden, il va que pour des affaires, pour garantir que son pays fonctionne bien, qu'il soit alimenté sur le plan énergétique et surtout qu'ils vendent des armes. C'est ça la question. Oui. Alors, Monsieur Pouchelet, vous pensez qu'aujourd'hui, le président américain Joe Biden est beaucoup plus intéressé ou soucieux de la tranquillité interne de ses citoyens que par celle réellement de ce qui se passe dans le monde, à savoir qu'il n'a donné aucune garantie aux Palestiniens et qu'il a serré donc la main très fort à son allié indéfectible, l'entité sioniste, et il s'en cache pas. Alors, quelque part, finalement, il n'est porteur de rien du tout pour les Palestiniens. Non, la question palestinienne divise au sein du Moyen-Orient. Il n'y a pas besoin de rajouter la sauce occidentale sur l'angle de vue que l'on peut proposer. Ça a toujours été un problème. D'ailleurs, même dans certains pays, moi personnellement, je réside une partie de l'année au Liban. Je peux vous garantir que le problème palestinien est un problème qui date, qui dure et qui perdure volontairement, qui perdure. Tout ça, c'est artificiel. Maintenant, les Américains ne vont pas lâcher la région parce que c'est leur premier client en termes de consommation d'armes. Quand on voit les 1000 milliards d'euros qui sont consommés sur une période de 10 ans par l'Arabie Saoudite, ça prouve qu'il y a du potentiel parce qu'une partie de l'économie américaine en est dépendante. Maintenant, parler de guerre de haute intensité, il faudrait déjà, en termes exacts, puisque je suis aussi ancien militaire, ça veut dire un affrontement entre États. On parle plutôt de guerre hybride et de proxy interposé aujourd'hui. C'est là qu'est le danger sur fond de ressources naturelles et même de blocage économique. On a pu le voir avec l'Iran qui avait tiré des drones contre une raffinerie saoudienne il y a maintenant 2 ans, qui avait été bloquée. Maintenant, revenons à la question. Monsieur Biden est en représentation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la composition qui l'accompagne de sa délégation dans l'avion, où vous retrouvez forcément des industriels intéressés par ces questions de développement. Il n'y a pas que l'armement, il y a aussi les solutions américaines en matière de ressources énergétiques, pour améliorer les raffineries et ainsi de suite, et surtout la sécurité. Israël a des capacités novatrices en matière d'industrie de défense et l'Amérique s'y intéresse. Monsieur Pouchelet, le président américain, vous l'aurez remarqué, n'est pas revenu du tout sur l'héritage de son prédécesseur, à savoir déménager carrément l'ambassade américaine de Tel Aviv, sans parler donc d'Al-Quds, sans parler de promesses du consulat qui devait donc se faire ou se réaliser à Al-Quds Est, promesse qu'il n'a pas tenue et qui n'a aucune chance peut-être de se réaliser, même s'il se réjouit du déblocage de l'aide financière octroyée aux Palestiniens. La politique américaine, pour l'instant, enfin moi personnellement, je la trouve assez hésitante dans la région. Vous remarquerez qu'il n'y a pas eu de déplacement du secrétaire d'État, alors que dans l'administration Trump, Mike Pompeo se déplaçait régulièrement. Il rendait visite à la région, on va dire tous les 2 mois, y compris le président, l'ancien vice-président américain Pence. Donc, si vous voulez, j'ai l'impression que la priorité du Moyen-Orient est devenue secondaire pour les États-Unis. Mais attention, ils ont quand même une expression qui est de garder l'œil sur la situation. Nous l'avons souligné ce soir, c'est une région économique importante pour les États-Unis. Il y a cette concurrence aussi sur le marché des ressources naturelles comme le pétrole, où il y a l'Arabie Saoudite qui s'invite et l'Iran, puisque bien sûr, la vente de ces ressources fournit des précieux capitaux pour éventuellement financer d'autres actions qui peuvent être nuisibles à l'Occident en général. Monsieur Gamal Abina,
Au fait, au vu de cette visite et le traitement qu'il a accordé à l'entité sioniste, qui est complètement différent de celui qu'il a eu avec Mahmoud Abbas dans les territoires occupés en Cisjordanie à Ramallah, laisse penser que finalement la Palestine n'est pas la priorité du tout de cette visite ou de cette sortie depuis la venue à la Maison Blanche de Joe Biden, de cette sortie au Moyen-Orient. Monsieur Gamal Abina? La Palestine n'est pas du tout sa priorité. Preuve en est, il leur fait un acte de mendicité en leur donnant un peu d'argent, en leur prêtant de l'argent. D'ailleurs, il faut rappeler que c'est un prêt. Ensuite, sur la question de la priorité américaine, elle est très claire. D'abord, j'ai entendu que les Arabes sont partagés sur la question palestinienne. C'est pas vrai, ils ne sont pas partagés. Les Arabes sont dirigés par des dictateurs qui sont partagés. Là, oui, on est d'accord. Les peuples arabes, Liban exclu, parce que le Liban a subi une guerre civile qui a duré quand même 15 ans, que sur son territoire, ils ont reçu pratiquement 2 millions de réfugiés. En fait, le Liban lui-même est victime un petit peu de son voisin sioniste, puisque la région de Karish fait vraiment polémique en ce moment. Pas seulement, oui, il y a la question du gaz qu'ils sont en train de pomper allègrement parce qu'ils pensent que ça leur appartient. Tout leur appartient de toute façon Israël, dans la région, ils se croient les mettre à bord. Il y a eu des guerres quand même en Iran, pas une, pas deux, pas trois, mais une dizaine quasiment. L'invasion en paix en Galilée en 82 a été un des marqueurs les plus puissants d'Israël dans la région. Leur défaite en 2000 face au Hezbollah et la nouvelle défaite en 2006 a commencé à donner des signes d'inquiétude pour Israël parce qu'ils ont bien compris que le Hezbollah, c'est l'Iran, qui équipe des combattants très aguerris et très bien équipés. Et l'obsession d'Israël, c'est sa sécurité. L'obsession des États-Unis, c'est la sécurité d'Israël, puisqu'ils garantissent dans la région un petit gendarme, parce qu'Israël n'est que le gendarme américain. Et quand on dit que il y a des guerres hybrides, c'est vrai. Aujourd'hui, les Iraniens ont inventé le principe de la guerre hybride, comme les Russes l'utilisent. Mais les conflits de haute intensité, je suis désolé, ils sont bien présents. Je ne crois pas que les 10 ans de guerre, enfin 8 à 10 ans de guerre qu'il y a eu en Syrie, c'est de la basse intensité. Je ne crois pas que le Yémen aujourd'hui soit un conflit de basse intensité. Les conflits emmenés par la présence américaine ou par les alliés américains, donc c'est là qu'est le Moyen-Orient, eh bien ces conflits-là, effectivement, sont des conflits de haute intensité parce que la stratégie américaine reste la même. C'est le principe de bombarder massivement et de tuer le plus de monde. De l'autre côté, les pays qui ont moins de moyens utilisent cette fameuse guerre hybride qui est un mix entre une guerre de guérilla, entre des coups de pression, entre tout un tas de méthodes économiques, en l'occurrence, on commence à l'observer, qui font que ce rapport asymétrique leur profite. Et la question russe aujourd'hui est centrale. Pourquoi? Parce que l'Iran, qu'on a diabolisé pendant 40 ans, pour être précis, 43 ans avec la révolution islamique, devient aujourd'hui un partenaire. Sauf que les Américains ont rompu avec l'Iran sous l'ère Trump, qui est revenu sur les accords qui avaient été signés et qu'il n'a pas respectés, et que Biden est coincé parce qu'il a envie d'avoir le pétrole et le gaz iranien pour pas trop cher, et en même temps, il ne peut pas demander aux Iraniens arrêtez votre programme balistique, arrêtez vos programmes nucléaires qui n'est que civil au demeurant, et il ne peut pas leur demander en même temps d'être un allié après leur avoir quasiment fait les misères pendant 43 ans. Donc c'est un vrai problème qu'il a. L'autre problème, c'est que Biden est obsédé par la Chine, par la puissance économique de la Chine. C'est ça son obsession. Moins obsédé par le Moyen-Orient parce qu'il se rend bien compte que le pétrole maintenant est de plus en plus important en Afrique et dans d'autres régions. Donc ça reste central, mais pas à ce point. Donc Biden est inquiété par ce qui se passe en Ukraine, est inquiété pour sa réélection dans les élections de mi-terme, puisqu'il va bientôt perdre sans doute les prochaines élections sénatoriales et législatives. Et pour vous dire que simplement Biden s'inquiète sur les questions intérieures. Et s'il a mis autant de temps à aller au Moyen-Orient, c'est parce qu'il y a deux casseroles entre guillemets qu'il a sur le dos. La première, c'est d'avoir critiqué vertement Ben Salman. La seconde, c'est d'encaisser, d'endosser les accords d'Abraham, de ne pas pouvoir revenir, par exemple, sur le fait que Jérusalem soit que l'ambassade américaine était installée à Jérusalem, ce qui est parfaitement illégal sur le plan du droit international, et qu'il ne peut pas la faire revenir à Jérusalem. C'est-à-dire qu'il profite à la fois du travail de Trump en matière de vente d'armes et en matière de positionnement géostratégique, et en même temps, ça l'handicap pour parler à ses partenaires arabes avec lesquels il ne sait plus trop quoi dire, quoi promettre, il ne promet plus rien. Et les Palestiniens aujourd'hui ont dit, on nous fait des promesses, on n'y croit plus. Au fait, je crois qu'on est beaucoup plus dans un espace de processus de normalisation qui exigerait de ces pays plutôt d'aller vers des intérêts économiques, commerciaux, voire même politiques, même s'il faut passer sous cap un petit peu la question palestinienne. Monsieur Pouchelet, est-ce que vous ne pensez pas que finalement, toute cette tournée ou cette visite au Moyen-Orient avait beaucoup plus pour souci majeur la sécurité d'Israël contre l'Iran, la sécurité économique des États-Unis, à savoir comment réduire le prix du pétrole ou du gaz ou de l'essence à la pompe pour le citoyen lambda américain, mais également que cette visite tient quand même, je dirais, qui passe d'abord comme une campagne, voilà, une campagne électorale pour son deuxième mandat, ou plutôt la deuxième partie de son mandat, plus exactement.
Alors en effet, il vient d'être évoqué les midterms où on risque de voir revenir sur le devant de la scène américaine les républicains avec un Donald Trump qui pour le moment est silencieux mais qui discrètement revient dans la course. La politique américaine au Moyen-Orient, elle a toujours été la même depuis de nombreuses années, comme cela a été souligné ce soir. Maintenant, je pense qu'ils ont un petit peu de mal à rebondir. Monsieur Biden, croire qu'il y a des changements radicaux, c'est faux. Les États-Unis poursuivent leur politique, poursuivent leurs immixtions et apportent toujours le même cortège de mots dans la région qui répond avec la volatilité, les guerres, les proxys et bien sûr le terrorisme international. Protéger Israël, ça a toujours été leur préoccupation. Il y a un autre État d'ailleurs qui s'annonce, et dont on parle peu dans la région, qui est la Russie, qui annonce aussi protéger Israël parce qu'il y a quand même une minorité russophone qui s'est implantée aussi en Israël et que M. Poutine a toujours déclaré vouloir protéger. Donc quelque part, Israël s'invite toujours dans les débats. J'ai un peu peur que ce soit une redondance perpétuelle qu'est la politique américaine au Moyen-Orient. Maintenant, ce qui les inquiète, et là c'est important, on sort d'une crise covidique où l'Iran a affûté ses armes et il y a un nouveau pouvoir avec M. Raïssi. L'Iran a de nouveaux adeptes, l'Iran arrive à convaincre, l'Iran développe une nouvelle stratégie. Maintenant, les Américains discutent aussi quand même avec l'Iran, mais ça, ils préfèrent rester discrets sur la question à propos du Kurdistan, qui reste aussi une pomme de discorde entre les pays de la région. Maintenant, les accords Abraham aussi commencent à montrer des limites au niveau d'un certain craquement. On a vu les EAU récemment rencontrer Bachar el-Assad en Syrie. Donc, c'est qu'il y a un message. Les solutions, elles appartiennent aux pays de la région. L'immixtion occidentale ou l'immixtion américaine vont tôt ou tard, on l'espère, changer de stratégie, voire peut-être disparaître, pour remplacer par qui? Par la Russie, par la Chine. Pour l'instant, rien n'est moins sûr. Ce qu'il faut retenir surtout, je pense, à mon humble avis, c'est que les relations internationales dans la région sont en changement permanent, des renversements d'alliances, et le président américain, on va dire, n'est que le digne héritier testamentaire de ce qui a été fait par les administrations précédentes. Maintenant, changer de portage du jour au lendemain, ça me paraît très difficile. Il est quand même pieds et poings liés avec des accords aussi de défense et de stratégie avec les pays de la région, où je pense qu'il risquerait de perdre la face le jour où il essuiera un refus. Il faut aussi peut-être mentionner ce soir le plan saoudien pour 2030, qui est quand même très ambitieux, où l'Arabie saoudite va avoir besoin d'aide. Maintenant, à surveiller de près aussi qui va succéder à la visite de M. Biden dans la région. On annonce d'autres puissances occidentales. Vous pensez qu'il y aura une sorte de balai diplomatique, donc des visites qui vont se succéder en Arabie saoudite, sur fond de crise ukrainienne peut-être? Je vous le confirme, moi j'ai bien l'impression que le président Macron risquerait de se rendre en Arabie saoudite prochainement. Très bien. Monsieur Gamal Abina, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous ne pensez pas que cette visite tient beaucoup plus comme allure ou a pour allure comme une campagne pour sa deuxième partie de son mandat présidentiel? D'autant plus que, comme le disait M. Pouchelet, Joe Biden est plutôt surveillé par les républicains et aussi par des organisations telles que l'AIPAC qui décident de sa politique avec l'Iran. Alors, l'AIPAC influence, ne décide pas de politique. Oui, l'AIPAC n'est qu'un lobby d'influence qui était très puissant. Hein. Oui. Ça a été très puissant à temps. Aujourd'hui, ils ont perdu leur superbe. Il faut savoir une chose, c'est que les Américains sont des pragmatiques. C'est vrai qu'ils ont eu des accords de défense. On l'a vu avec l'Iran, par exemple, du Shah d'Iran. Ça n'a pas empêché l'Amérique de lâcher le Shah. Quand Carter dit le Shah d'Iran est trop barbare avec sa population, il le lâche, c'est fini. On ne parle plus de l'Iran. Ensuite, ça bascule du côté de la République islamique. Concernant la peur américaine, parce qu'il y a une vraie peur en vérité, d'abord, c'est la question du retour de la Russie. Ils ne l'attendaient absolument pas. Ils ont provoqué longtemps et maintenant les Russes se déploient. Alors évidemment, c'est vrai que votre interlocuteur fait bien de souligner qu'il y a 1 million, un tiers de la population israélienne est constituée de Russes qui ont été envoyés, de Russes, juifs ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a eu beaucoup d'arnaques aussi, qui ont été envoyés en Palestine dans les années 90 sous l'ère de Deltsin. Donc ça a été un lâchage massif d'une population pour rééquilibrer le rapport de force avec les Palestiniens qui étaient plus nombreux. Et aujourd'hui, on a un pays, l'Amérique, qui est inquiète par rapport à son rayonnement dans le monde, par rapport à son influence, parce qu'elle a perdu cette primauté qu'elle avait avec ce monde unipolaire qu'elle avait installé, qui a provoqué quand même dans la région pas mal de guerres. Je ne parle pas de l'Iran, je parle pas de l'Irak, excusez-moi, je parle même pas de la Syrie ou encore du Yémen, mais ils ont quand même détruit la Somalie, ils ont quand même détruit la Libye. Enfin, en substance, les Américains, pendant 30 ans, ils ont fait la fête. Aujourd'hui, on a arrêté cette politique guerrière de la canonnière qui est stoppée par le rééquilibrage des forces. Et je pense que l'Iran vient de faire un geste très fort dont on a oublié de parler, c'est qu'ils viennent de demander aux BRICS, donc les fameux 5 pays qui avaient été qualifiés comme ça par Goldman Sachs,
les 5 pays qui sont l'alternative au capitalisme mondial d'Occident, Brésil, Chine, Inde, Russie et Afrique du Sud, eh bien l'Iran demande à rentrer dans les BRICS. Pourquoi? Parce que l'Iran a la taille critique, les capacités industrielles, la taille évidemment de la population, plus de 80 millions d'habitants. L'Iran a la capacité de devenir un acteur influent. Et je pense, et c'est là où je ne suis pas vraiment d'accord sur ce qui a été dit, que la Chine et la Russie dans la région sont là pour durer. Preuve en est, ils ont réussi à épargner, par exemple, c'est aussi dans la région, l'Éthiopie qui a failli passer dans une guerre civile, ça a été stoppé par l'intervention, une intervention du bout des lèvres, mais des Russes et des Chinois, puisque les Chinois sont très implantés dans l'Éthiopie. Toute la région intéresse ces pays parce que c'est à la fois une région qui regorge de gaz et de pétrole, donc on comprend très bien les enjeux, mais surtout c'est une région qui regorge de possibilités d'investissement, et le plan 2030, auquel je ne crois pas du tout, l'Arabie nous a toujours habitués à des grands effets d'annonce qui ne donnent pas grand-chose, enfin, ce fameux plan de rénovation du pays, de modernisation, ce plan-là est en marche et il va être financé, il doit être pourvu de capacités technologiques parce que l'Arabie veut jalousement se projeter comme ce qu'a fait le Qatar actuellement et surtout les Émirats arabes unis. Et c'est vrai qu'il faut rappeler une chose importante. La valse des relations est impressionnante. Par exemple, l'Arabie n'a pas suivi l'Amérique dans les sanctions contre l'Ukraine. Ça, c'est un signe très fort. C'est pas anodin. Les Émirats arabes unis de même. Pourtant, on pouvait penser que c'était quand même leurs meilleurs alliés. Ils ont commencé à suivre leur propre agenda parce qu'ils voient bien que le monde bouge et que la bascule se fait à l'Est, tout simplement. Les nouvelles alliances solides seront à l'Est avec une Amérique qui décline. Monsieur Pouchelet, Joe Biden se préoccuperait-il davantage de sa politique interne, donc de la réelle politique, plutôt que d'aller bouleverser ce qui a été fait par son prédécesseur Donald Trump, à savoir remettre en place certains dysfonctionnements dans la région du Moyen-Orient? Vous savez, je pense que la politique de Joe Biden dans la région, c'est un mélange de ce qu'ont déjà fait les démocrates dans cette région et également les républicains. Croire en une alternance avec une réelle rupture, je pense que c'est une fausse idée. De toute façon, le Moyen-Orient a toujours eu une place privilégiée dans les relations internationales menées par les Américains. C'est une manne financière, on l'a évoqué ce soir avec votre invité, sur de nombreuses problématiques, ou même on aurait l'occasion de faire de nombreuses émissions à ce sujet-là. Maintenant, je pense que les Américains ont besoin aussi de tester leurs alliances avec la région. Et c'est important parce que les Américains vont être, à mon avis, très occupés dans la zone Pacifique, qui est leur zone de prédilection, avec une Chine qui se montre de plus en plus agressive et qui s'attribue une relecture du droit international. Et là, je pense que l'administration américaine aura d'autres préoccupations. Depuis de nombreuses années, les Américains martèlent à tous les pays qu'ils rencontrent qu'ils doivent se préoccuper et doivent gagner en autonomie pour leur système de défense. On l'a vu en Europe, les discours de M. Biden, de M. Obama, de Reagan et même aujourd'hui de M. Biden sont importants à ce sujet-là. Maintenant, le Moyen-Orient est quand même une région très particulière où la réversibilité des alliances et la volatilité extrême sont une réponse. Je pense que le jour où les Américains, on va dire, vont faire un pas en arrière, il y aura peut-être un espèce d'arrêt, si je puis me permettre, mais il y a aussi une querelle d'ego entre puissances du Golfe pour cette espèce de leadership où l'Arabie Saoudite et l'Iran mènent d'une main de maître et arbitrent, on va dire, la région, sachant qu'il y a des pays comme les Émirats arabes unis, le Qatar qui se cherchent aujourd'hui une voie diplomatique, sachant qu'il y a un pays qu'on oublie de mentionner, c'est le sultanat d'Oman. Oman est un précieux go-between. Oui, c'est un précieux go-between. Mais c'est vrai que la succession du sultan Qaboos a été très longue à obtenir, à tel point qu'à un moment, ils ont même été menacés par les Saoudiens et les États-Unis ont été obligés d'envoyer une compagnie de US Marines sur place pour tempérer et montrer leur détermination. Maintenant, la politique américaine, certes, il y a les ressources naturelles. Maintenant, je ferai remarquer que l'Europe commence à se détourner plus ou moins de la région pour des raisons économiques parce qu'elle n'a plus les moyens de sa politique étrangère. Voilà. Et puis aussi, vous avez quand même, l'Europe consomme 20% de pétrole en moins parce que la transition énergétique est en route. L'électricité, ça devient une réalité en Europe. On commence à avoir de vrais résultats. Il est certes encore trop tôt pour en parler, mais bon, les derniers progrès technologiques des moteurs thermiques ont quand même réduit de 20% la facture européenne au niveau du pétrole. Maintenant, à voir dans la durée, les Américains veulent s'approprier, d'ailleurs, ce sont les premiers producteurs de pétrole, veulent
veulent s'approprier cette ressource pour mener la danse avec leur dollar. Mais aujourd'hui, la Russie et la Chine, ce binôme, on va dire, impose maintenant ses vues aux États-Unis et profite aussi des défaites militaires américaines, comme on a pu le voir dans la région. Également, le retrait d'Afghanistan qui a été marqué et qui reste encore dans les mémoires. Hein. Très bien, monsieur. Je vous remercie pour avoir participé à ce premier volet de l'émission. Monsieur Pouchelet, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. On se retrouvera pour d'autres émissions. Je serai obligée de vous dire au revoir pour d'autres émissions et de rester pour le reste de l'émission qui est le volet économique, mais complètement différent avec nos autres invités et monsieur Hadef qui vient de nous rejoindre à l'instant. Donc, sans transition aucune, passons à présent au deuxième volet de l'émission qui, je le disais, est consacrée à la coopération algéro-italienne. Une coopération privilégiée. Pour en parler avec nous, Reddin Batache sera avec nous, journaliste à la rédaction. Mais nous allons tout d'abord suivre ce sujet signé Mohamed Wali de la rédaction. L'Algérie décide d'augmenter le volume de ses livraisons de gaz à l'Italie de 4 milliards de mètres cubes. La coopération algéro-italienne se renforce de plus en plus. L'Algérie affirme son rôle dans le secteur énergétique après avoir décidé d'ouvrir un peu plus les vannes en gaz. Il s'agit d'une importante quantité supplémentaire qui seront livrées par Sonatrach à Eni et à ses autres partenaires italiens à partir de la semaine prochaine. Alger, qui entretient des relations privilégiées avec Rome, a déjà livré à son client depuis le début de l'année 13,9 milliards de mètres cubes, dépassant de 113%. Les volumes prévisionnels prévoient encore de livrer d'ici la fin de l'année 2022 6 milliards de mètres cubes supplémentaires de gaz algérien à l'Italie. L'Algérie est pionnière dans le développement et la valorisation du gaz naturel et est à la tête du progrès réalisé dans l'industrie du gaz naturel liquéfié. Alger affiche aussi ses intentions du pays qui tend à poursuivre le développement de ses ressources importantes de gaz naturel de la meilleure manière dans le cadre de la coopération et du partenariat. Pour rappel, l'approvisionnement de l'Italie en gaz algérien a été au centre des entretiens qu'a eu le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune avec son homologue italien Sergio Mattarella. Les deux parties avaient convenu de booster le partenariat énergétique entre les deux pays. Monsieur Hadef. Très bien, comme vous venez de le voir, une relation d'excellence, n'est-ce pas, Kherdine? Bonsoir. Bonsoir, Leïla Gertal. Donc, une relation privilégiée qui se précise entre Alger et Rome, surtout le volet énergétique, n'est-ce pas, Kherdine? Oui, eh bien, on peut le dire, ce partenariat d'excellence entre l'Algérie et l'Italie, l'Algérie y tient beaucoup, elle persiste et signe à travers ce geste, un geste fort, à la veille de la tenue à Alger d'un forum d'affaires bilatéral auquel assisteront de nombreuses entreprises et opérateurs économiques des deux rives de la Méditerranée, c'est-à-dire de l'Italie et de l'Algérie. Un geste fort de la part Alger qui réaffirme son engagement envers exactement son engagement énergétique à soutenir l'Italie dans une mauvaise passe, disons-le, que traverse le pays depuis le déclenchement de l'opération militaire russe en Ukraine. L'Italie a besoin de gaz, l'Europe aussi. L'Algérie montre encore une fois que c'est un acteur fort important dans la cartographie des producteurs de l'énergie et notamment de gaz en Méditerranée, mais dans le monde entier. Oui, ça montre aussi que c'est un partenaire fiable, contrairement à tous ces détracteurs qui ont essayé par le passé de démontrer tout le contraire. Donc, nous avons M. Hadef avec nous. Monsieur Hadef. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à notre émission. Comme on le disait avec notre ami Reddin Batache, la coopération algéro-italienne n'est plus à démontrer, il me semble, monsieur Hadef. Bien évidemment, je pense qu'aujourd'hui, la coopération entre les deux pays est rentrée dans une phase où elle est considérée comme hautement stratégique et elle est plutôt aussi opérationnelle parce que la relation entre les deux pays, elle remonte à longtemps et aujourd'hui, je pense avec
la volonté des responsables des deux pays à haut niveau, surtout celle du président de la République, à donner une nouvelle image de l'Algérie et créer de nouvelles alliances avec de grands pays dans le monde. Cette relation devient un peu particulière et surtout dans un contexte assez particulier. Oui, très bien, Monsieur Hadef. Est-ce qu'on pourrait dire que cette coopération qui a été scellée entre les deux pays prend aujourd'hui sa vitesse de croisière? Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup de visites des hauts responsables des deux pays durant les 2 dernières années, et ça a été accéléré durant l'année 2022, oui. Ce qui démontre déjà cette volonté d'aller encore plus vite et d'être plus efficace. Parce que on n'est plus dans la dimension des déclarations, mais aujourd'hui nous sommes rentrés carrément dans la mise en œuvre des accords qui ont été conclus et qui sont de grande importance, des accords dans le cadre de l'énergie, dans le cadre de la diversification énergétique, dans le cadre aussi de la diversification économique, parce que l'Algérie est en pleine mutation économique avec la mise en place d'un nouveau modèle de croissance qui est surtout basé sur la diversification économique. Et aujourd'hui, je pense que comme vous l'avez bien dit, on est bien rentré dans une coopération à une vitesse de croisière assez élevée. Oui, Kheldine Battache, 4 milliards de mètres cubes de gaz suite à la décision d'Alger, ce n'est pas rien. Eh bien, ce n'est pas rien et surtout, c'est, je le redis, un engagement tenu par Alger. Alger qui avait promis à l'Italie qu'elle veillerait à augmenter ses exportations de gaz vers ce pays qui en a grandement besoin à l'image et à l'instar d'autres pays européens. Mais contrairement à l'Italie, certains anciens partenaires de l'Algérie, toujours partenaires d'ailleurs, ne se sont pas montrés à la hauteur de leur engagement politique et économique envers l'Algérie. J'entends bien sûr par là l'Espagne qui a préféré jouer excusez-moi de l'expression, un sale tour à l'Algérie, pardon, oui. Que de tenir ses engagements politiques. L'Algérie montre encore une fois que lorsqu'elle s'engage sur le plan économique, eh bien, elle tient toujours ses engagements. Ces 4 milliards de mètres cubes seront portés avant la fin 2022, je tiens à le préciser, à 6 milliards de mètres cubes de gaz naturel supplémentaires, donc 2 milliards de mètres cubes supplémentaires. Voilà, au grand bonheur de l'Europe. L'Europe a de quoi se tenir au chaud cet Exactement. hiver. D'accord, on les a rassurés quelque part. Monsieur Gamal Abina, selon vous, quelle sera la réaction de Bruxelles par rapport à cette décision ? Monsieur Gamal Abina, vous êtes toujours avec nous? C'est intéressant parce que... Oui. Oui, toujours, il n'y a pas de problème, je suis là. Oui. Donc, ce qui est intéressant, ça vient d'être évoqué un instant, c'est la relation Algérie, Espagne, Italie. Lorsque l'Espagne fait défaut par rapport à ces questions du Sahara occidental, où le Premier ministre est bien seul actuellement par rapport à ce choix politique qui est très discutable, il perd un partenariat stratégique essentiel à un moment de crise de gaz. L'Italie, elle aussi, est dans la même configuration. Elle a importé 40% de ses besoins de gaz de la Russie. Elle a baissé ses importations à 25%, ce qui est considérable, et elle voit effectivement dans le partenariat avec l'Algérie un partenariat sérieux et solide. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Algérie joue sur 2 tableaux. À la fois sa fidélité dans sa relation avec la Russie, elle ne trahit pas la Russie. Elle va graduellement augmenter et porter ses augmentations de gaz de plus en plus importantes à l'arrivée de l'hiver, puisque l'hiver va être un énorme problème en Europe. Et parallèlement à cela, elle garde ses accords de principe, à savoir que l'Espagne, qui a un peu trahi sa parole par rapport à sa position de neutralité, finit par supporter un surcoût d'importation de gaz considérable venant des États-Unis, avec un gaz liquéfié qu'il faut gazifier à nouveau. Et ça va leur coûter extrêmement cher parce qu'il y a du fret et en plus, il y a les gazifications à refaire, qui fait que l'Espagne a fait un mauvais coup que les Italiens n'ont pas fait. Donc aujourd'hui, la relation entre l'Italie et l'Algérie est bonne, à telle enseigne d'ailleurs, je tiens à le rappeler, que la fameuse société Augusta, qui est devenue Leonardo, qui propose à l'Algérie de fabriquer des hélicoptères sur le territoire national, c'est quand même un geste très fort en matière de coopération bilatérale, puisque finalement, les Italiens sont prêts à faire du transfert technologique et la possibilité aux Algériens d'avoir une certaine indépendance de ce point de vue-là. Donc c'est vrai que c'est intéressant et ça prouve déjà que les cartes sont rebattues dans le monde et que les Européens qui sont actuellement, c'est une panique généralisée. On a une croissance
excusez-moi. On a une inflation à 8%, une croissance en recul, une Allemagne qui est en train de penser à la réduction drastique de sa consommation énergétique. Tout à l'heure, il a été évoqué le fait que l'Europe ait fait baisser sa production de gaz et de pétrole. C'est faux. Le pétrole, on ne peut pas le baisser parce que c'est la base de toute la construction des matériaux plastiques. Donc, quelle que soit la consommation automobile, qui augmente d'ailleurs, le parc automobile augmente, de toute façon, le pétrole restera le roi de l'Europe encore pendant 50 ans. Donc, c'est vrai, quand on voit ces relations entre l'Algérie et l'Espagne et l'Algérie et l'Italie, on se rend bien compte que l'Algérie a une signature qui tient la route aujourd'hui. Oui, très bien, Monsieur Gamal Abina. Monsieur Abdelrahman Hadef, vous souhaitez rajouter quelque chose? D'autant plus qu'on a l'impression que par cette décision, l'Algérie a en quelque sorte amorti le choc qu'allait subir l'Europe pendant cet hiver. Plus ou moins. Évidemment, écoutez, cette décision d'augmenter la capacité d'exportation de gaz vers l'Italie intervient dans un contexte de crise politique et énergétique en Europe. Il y a une grande appréhension par rapport à la décision de la Russie de fermer pour quelques jours, pour 10 jours, pour raison de technique, le gazoduc Nord Stream 1. Oui. Et là, l'Algérie qui décide d'augmenter ses capacités d'exportation. N'oublions pas qu'aujourd'hui l'Algérie est le deuxième fournisseur de l'Italie, et déjà pour les 6 premiers mois on avait augmenté de 13%, donc on est à 113% des prévisions que devait exporter l'Algérie vers l'Italie, et aujourd'hui on décide d'aller encore plus loin. Je pense que la volonté d'aller vers le maximum des capacités du gazoduc Transmed, et là je pense que à la fin de l'année on arrivera à exporter quelque chose comme 30 milliards de mètres cubes de gaz vers l'Italie, et ça c'est vraiment une bouée de sauvetage pour déjà le gouvernement Draghi. N'oublions pas que cette semaine intervient aussi la haute commission intergouvernementale qui sera coprésidée entre Mario Draghi et M. Ayman Ben Abdelrahman à Alger, et ça intervient dans un contexte où l'Algérie se positionne, et comme le disait le président de la République, comme un fournisseur fiable, tout simplement, hein, parce qu'aujourd'hui c'est une question d'intérêt, et l'Algérie reconnaît ses amis et ses intérêts. Oui, alors Khaireddine, sincèrement, cette décision tombe vraiment à point nommé. L'Europe respire à plein poumon finalement. Eh bien, disons, on est carrément soulagé là. D'abord, disons que c'est l'Italie qui va respirer un peu, et M. Abina a eu raison de rappeler que cette décision est concomitante à une autre qui est très importante. La Russie vient de décider de baisser ses exportations de gaz naturel pour l'Italie de 30%. Donc c'est vrai, c'est une bouée de sauvetage que l'Algérie envoie à l'Italie, sachant que le gazoduc Transmed va transporter 113% de sa capacité, c'est-à-dire de gaz naturel, et l'on n'écarte pas que des quantités supplémentaires, pourquoi pas, seront acheminées vers l'Italie sous forme de GNL, de gaz naturel liquéfié. Donc je crois que l'Italie a dû comprendre par-delà ce geste que l'Algérie est un partenaire économique qui ne peut pas vous laisser tomber en temps de crise. Oui, c'est un partenaire fiable, ça n'est plus à démontrer, même si par le passé, avec son voisin, donc l'Espagne, je pense qu'il y a eu ce trouble parce que tout simplement l'Espagne a fait défaut, n'a pas suivi la ligne qu'il fallait suivre, dont son partenariat avec l'Algérie. Monsieur Gamal Abina, c'est une bouée de sauvetage, c'est un souffle nouveau pour l'Europe, pour l'Italie, mais également pour l'Europe, pour certains pays en tous les cas, qui sont voisins de l'Italie. Alors, je ne sais pas, je ne pense pas que l'Europe soit sauvée, parce que l'Allemagne, par exemple, dépend pour quasiment 100% de ses besoins énergétiques, sont quasiment fournis par la Russie. Ils ne pourront absolument pas être compensés. Les besoins allemands sont considérables, c'est un pays très industriel, ils produisent tout sur place. Donc, ce sera une sanction qu'ils vont devoir négocier. Les Allemands vont devoir négocier quoi qu'il arrive. L'Italie, effectivement, ça tira beaucoup compte parce que finalement, les besoins italiens sont largement compensés. Et ce qui est impressionnant, c'est là où je salue la prouesse technique. Les Algériens étaient en mesure d'augmenter de façon considérable, ce qui n'était pas une masse à faire, les exportations à destination de l'Italie.
Et les Algériens peuvent aussi augmenter les exportations vers l'Espagne. Ils n'ont pas coupé le gazoduc espagnol, ils le réduit uniquement. Absolument. Donc ça prouve que déjà, il y a une fiabilité dans la parole donnée. Après, c'est des relations qui sont un peu conflictuelles, qui ne dureront pas. Je pense que le Premier ministre espagnol ne durera pas. Mais par contre, il faut voir, la France, par exemple, elle est très peu exposée. Il n'y a que 17% du gaz russe. Donc elle peut facilement compenser. Les Algériens pourraient suppléer d'ailleurs. Il y a tout un tas de pays en Europe qui ne sont pas nécessairement exposés. Je parle de l'Europe du Sud, mais l'Europe du Nord est très exposée. Et il va être très difficile, sauf vraiment une exceptionnelle production de gaz qui n'est pas malheureusement actuellement en place, puisqu'il y a un gazoduc qui a été fermé, c'est celui qui est passé par le Maroc. Eh bien aujourd'hui, ça va être difficile de pouvoir tout compenser. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que ces rapports de force démontrent que le monde aujourd'hui est essentiellement énergétique, c'est-à-dire que tous les liens, tous les conflits, tout ce qui se passe actuellement se passe sur le terrain énergétique en sous-jacent de la crise ukrainienne, mais surtout, et c'est pas le plus important, c'est que l'énergie est finie. Il y a une quantité finie qui fait que dès qu'il y a une petite crise, c'est la panique. Aujourd'hui, toutes les économies sont intégrées, et c'est vrai que l'Europe ne peut pas critiquer l'Algérie. Il y a eu quelques tentatives de critique des Espagnols qui ont porté la question algérienne sur la Commission européenne. Ça ne fonctionne pas, puisque l'Italie, oui, qui fait partie de l'UE, l'Italie qui fait partie de l'UE, finalement, bénéficie à plein d'une parole donnée par les Algériens qui a été signée, qui est tenue. Donc, ce qui est fait défaut en Espagne aujourd'hui, c'est pas la question du gaz qui n'est pas honoré, c'est la question des Espagnols qui ont joué un peu le double jeu, et c'est dommage. Parce que s'ils avaient conservé une position de neutralité, sachant que c'était l'ancienne puissance coloniale tout de même, ça aurait été beaucoup plus favorable aux Espagnols. Aujourd'hui, ça se passe mal en Espagne pour ces raisons-là d'ailleurs. C'est pour ça que la relation algéro-italienne, on a vu la dernière visite du président Tebboune en Italie, il était reçu comme un prince, si j'ose dire, avec les chevaux quand même. Oui. Donc c'est pas anodin. La relation algéro-italienne est très forte aujourd'hui. Oui, ça n'a jamais été anodin, effectivement, vous faites bien de le dire. Monsieur Abdelrahman Hadef, s'il faut faire une lecture, quelle serait la vôtre ? Je dirais qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une perspective de développement de ces relations économiques et surtout politiques. Aujourd'hui, l'Algérie le démontre de belles manières. Et aux autres maintenant de retenir les leçons. Quand on parle du revirement de la position des Espagnols, c'est une vraie leçon parce que l'Algérie n'a jamais renié ses engagements, n'a jamais tourné le dos à ses partenaires. Et aujourd'hui, la leçon est bien claire. Maintenant, en Algérie, on est tourné vers l'avenir, on est tourné vers de nouvelles perspectives. C'est d'ailleurs l'objet de la visite de Mario Draghi, malgré qu'il y a un programme chargé. La réunion que présidera avec M. Ayman Ben Abdelrahman aura développé des secteurs encore beaucoup plus intéressants, tels que les énergies renouvelables, tels qu'aujourd'hui on parle de l'exportation d'électricité directement vers l'Italie à travers un câble sous-marin. Je pense que l'Algérie n'est plus dans les aspects de diversion, mais on est pleinement dans le terrain, dans les aspects opérationnels. On veut aller avec l'Italie comme partenaire dans un partenariat, comme je l'ai dit au départ, hautement stratégique à travers la mise en œuvre et la réalisation de projets d'investissement. Il y a lieu de rappeler toutes les découvertes qui ont été réalisées entre Sonatrach et Eni ces dernières années, ce qui aussi démontre des capacités, du potentiel algérien. Et ça, c'est dans un contexte où l'Algérie est en train d'améliorer son environnement des affaires, va ouvrir beaucoup de perspectives aux investisseurs italiens et européens. L'appel aussi est lancé aux investisseurs européens parce qu'aujourd'hui, l'Europe, elle est condamnée à travailler avec ses partenaires vers le sud. Donc la verticale nord-sud aujourd'hui doit être activée à plein régime. Et c'est dans un cadre gagnant-gagnant, c'est dans un cadre de partenariat économique et non un partenariat commercial. Et aujourd'hui, je pense que la carte est bien clarifiée et aux deux parties de trouver les meilleures alliances, les meilleurs projets pour donner encore plus d'élan à ces partenariats. Oui. Alors, Khaireddine Battache, on va dire que l'enjeu énergétique aujourd'hui devient un pivot essentiel qui fait de l'Algérie un vrai pôle d'intérêt, surtout en ces temps de crise. Exactement, Leïla Guertal. Je vais vous résumer
tout l'intérêt de cette coopération algéro-italienne en 3 points. Il y a d'abord, et M. Hadef vient d'en parler, le réseau MED-TCO qui représente un réseau électrique unifié en Méditerranée qui est porté, ce projet est porté à bout de bras par l'Italie et l'Algérie. Deuxième des choses, c'est le partenariat d'excellence entre les deux groupes italiens et algériens ENI et Sonatrach. Et le troisième point qui est selon moi le plus important, la visite de Mario Draghi dans le cadre du forum bilatéral qui se tiendra à Alger les 18 et le 19 juillet prochains sera la 3e visite d'un haut responsable italien en Algérie en 2022. Très bien. Merci Kherdine pour tout cet éclairage. Mesdames et messieurs, notre émission tire à sa fin. Je remercie tous ceux qui ont pris part à cette émission, à commencer par M. Gamal Abina, expert en questions internationales, M. Manuel Pouchelet, expert en géopolitique, et M. Abdelrahman Hadef, expert en économie. Mesdames et messieurs, au revoir.